On va passer la parole, en attendant Yves Bonnet, puisqu'il est dans le premier panel, à notre ami Naoufel Ibrahim El-Mili, au pupitre s'il veut bien, ou s'il veut rester ici, il a le choix. Je vais faire une petite rétrospective de ce qu'on appelle le printemps arabe et montrer le rôle du Qatar qui, initialement, n'était qu'un des 6 pays du Conseil du Golfe. Et lors du printemps arabe, le petit émirat, c'est un peu l'histoire de la grenouille qui se voulait se faire aussi gros qu'un bœuf. Et on en est là aujourd'hui. Je reviens très brièvement. En 2011, je suivais de quart d'heure en quart d'heure ce qui se passait printemps arabe sur la chaîne Al Jazeera. Et tout d'abord, j'étais très ravi. C'était la seule chaîne qui ne parlait pas du Sofitel New York et de Dominique Strauss-Kahn. Donc pour moi, ça me convenait très bien. Et surtout, j'ai pu réaliser la construction du grand récit des révolutions arabes. C'est du storytelling. Le premier événement qui m'a interpellé, c'était à la mort du jeune Tunisien Mohamed Bouazizi. Et quand il est mort, le téléprédicateur Cheikh El-Qaradawi, qui a décidé d'être le Dalai Lama de l'islam, fait une fatwa et il élève Mohamed Bouazizi au rang de martyr, sachant que dans l'islam, le suicide est interdit et jusqu'au nouvel ordre, juridiquement, techniquement, moralement, une immolation est un suicide. Qu'on prouve bien le contraire. Et sur cette chaîne Al Jazeera, le débat ne s'est pas arrêté là. Ils ont poussé beaucoup plus loin. Il y a eu des Tunisiens filmés en boucle dans Nahda, le mouvement islamiste tunisien, qui réfléchissaient pour dater le déclenchement de la révolution de Jasmin du 17 décembre, date de l'immolation du jeune Mohamed Bouazizi, au lieu du 14 janvier, date du départ ou de la fuite de Ben Ali, peu importe, il n'est plus en Tunisie. Et c'est là où on voit cette construction, ce storytelling, et les Qataris n'étaient pas les seuls. Au même moment, le maire de Paris, Delanoë, a trouvé une quelque place parisienne pour la baptiser Mohamed Bouazizi, sans qu'il y ait un débat sur son réel ou supposé état de sobriété relative, sans qu'il y ait un vrai débat sur le contexte. Et je rappelle, pendant de très nombreuses années, le grand Bourguiba n'a eu qu'un terrain de pétanque qui portait son nom à Brides-les-Bains, en Haute-Savoie. Et là, Mohamed Bouazizi, tout de suite, Delanoë a dû payer la facture de ses séjours tunisois, où on savait bien recevoir. Donc, là, on a le Qatar qui s'érige en vaisseau amiral du printemps arabe. Bien sûr, je n'ai aucune lecture complotiste. Bien sûr. Et ce Qatar a trouvé écho, c'était le seul au début du lancement de la politique néoconservatrice menée par Bush sur le Grand Moyen-Orient. Le Qatar était le seul à ne pas être hostile au Grand Moyen-Orient. L'Égypte de Moubarak était contre, l'Arabie saoudite évidemment. Et c'est en 2004 où le Qatar a fait allégeance à cette politique et en même moment, le Qatar avait un jeu trouble. Pendant l'opération Liberté immuable, l'attaque américaine en Afghanistan le 7 octobre, et pendant l'invasion extra-onusienne des Américains en Irak, le Qatar, à travers Al Jazeera, a énervé les Américains, au point où, en lisant les mémoires de Tony Blair, il raconte comment il avait déployé des trésors de diplomatie pour dissuader Bush de ne pas bombarder le site de la chaîne Al Jazeera
qui est à quelques dizaines de kilomètres de la plus grande base américaine, El Houdeid au Qatar. Cette base américaine, c'est le CENTCOM. C'est cette base qui couvre le Moyen-Orient, y compris l'Égypte, l'Asie centrale, y compris l'Afghanistan. C'est dire son importance, il y a plus de 10 000 hommes. Mais George Bush s'est calmé, n'a pas bombardé El Jazeera, et pour les intérêts américains, c'était une très sage décision. Parce que El Jazeera, Sheikh Al-Qaradawi, téléprédicateur, une chaîne, téléprédicateur et, comment dirais-je, de grande richesse financière. Le Qatar dispose des 3 éléments de puissance, pour ne pas dire de nuisance. Je cite 2 exemples dans la dynamique de ce printemps arabe. Le 4 janvier 2012, comme il se passe un week-end sur 2, il y avait des émeutes à Alger parce que la taxe sur le sucre a été élevée. Et le Qatar a préparé une équipe de télévision avec des figurants à Oujda, ville frontalière au Maroc, pour reconstituer des émeutes qu'on ferait passer comme si c'était déroulé en Algérie. Ce n'est pas le premier coup d'essai. Pendant la décennie noire, le Qatar a filmé des combats au Liban et il les a fait passer comme ceux des islamistes contre l'armée algérienne. Deuxième exemple, bien sûr, la Libye. Toujours ce Cheikh Al-Qaradawi qui lance une fatwa où il dit que c'est licite d'abattre le guide libyen. Donc, et dans le monde musulman, une fatwa, c'est plus fort qu'une résolution de l'ONU. Kadhafi a eu les deux, la fatwa et la résolution de l'ONU, pour dire qu'il n'avait aucune chance. Au même moment, la chaîne El Jazeera a construit le récit de la révolution libyenne. Autant en Tunisie, ce sont des jeunes qui sont sortis avec même pas des cailloux, autant en Égypte, il y a un côté spontané, mais à Benghazi, 24 heures après la dissidence, on sort plusieurs dizaines de milliers de drapeaux du roi Idriss libyen qui étaient interdits, sachant que les Libyens ne sont pas de grandes couturières. Ça s'est préparé et sachant que les Libyens qui sont sortis manifester avaient des armes lourdes. Donc là, il y avait une préparation. Et les Qataris n'étaient pas pris au dépourvu, puisque la chaîne El Jazeera est devenue le DRH du gouvernement national de transition, le CNT, le Conseil national de transition. Les porte-paroles, les ministres ont tous été, à un moment donné de leur trajectoire d'exil, employés par El Jazeera. Et donc, de ce printemps arabe, le Qatar dispose d'un véritable atout. C'est le seul pays qui n'a pas d'agenda national. Il n'a pas d'opposition. La population qatari, c'est 200 000 habitants, c'est moins que les employés de la SNCF. Et les Qataris n'ont pas de revendications sociales politiques. Les seuls moments de colère des Qataris, ce sont les pannes des climatisations. Donc le Qatar n'a pas d'agenda intérieur, il peut se permettre d'avoir des ambitions planétaires. Et tout cela au service du Grand Moyen-Orient, revu et corrigé par Obama. Après Bush, il y a eu Obama, ça c'est la démocratie. Et Obama n'était pas hostile au Grand Moyen-Orient, mais avec une voilure réduite. On exclut les monarchies et on s'intéresse aux républiques arabes pour les rendre démocratiques. Et c'est comme ça que quand il y a eu la place Tahrir du Caire en mouvement, les 23 jours, Obama a fait 70 points de presse. Donc il suivait ça comme du lait sur le feu. Ce qui change tout. Et dans cette dynamique, le Qatar était d'une manière très virile sur les radars internationaux. Ce n'est pas suffisant. Puisqu'on est en France, la présence qatari en France, on a trop dit, mais il y a certains éléments qui sont assez méconnus. Quand le Qatar a voulu avoir la Coupe du Monde, avant d'importer des supporters, il fallait acheter un club de foot. Le premier club de foot français auquel les Qataris y avaient pensé, c'était l'Olympique de Marseille. Parce que Marseille, c'est la banlieue nord d'Alger. Le PSG est venu après, c'était the second best choice. Une fois qu'ils ont acheté le PSG,
il y avait quelqu'un de la chaîne Being Sport qui m'a dit que Doha, le siège, leur ont demandé de recruter un joueur arabe et musulman. Pour moi, je ne suis pas très sportif. Pour moi, un joueur, il y a une question qui se pose. Il est bon ou il est mauvais? Le fait qu'il soit arabe musulman, parce qu'il y avait l'autre qui était musulman, Zlatan, mais il n'est pas arabe. Ce n'est pas assez. Et sur les sujets sensibles, le père de l'actuel émir a fait sa visite historique, un peu comme Sadet à Jérusalem, toutes choses égales par ailleurs. Il est parti à Gaza pour rencontrer les gens de Hamas. Bien sûr, le président Abbas de l'autorité palestinienne n'a pas été convié. Il va à Gaza en traversant par l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était présidée par Morsi, des frères musulmans. Et à Gaza, il fait de l'humanitaire, pourquoi pas. Et à Gaza, surtout, il fait un don de 400 millions de dollars. Ce chiffre n'a pas été choisi par hasard. En ce moment-là, 400 millions de dollars, c'était le montant du déficit de l'autorité palestinienne. Il n'y a pas de hasard. Et l'Arabie saoudite qui gère la contestation interne du printemps arabe de ses voisins à Bahreïn, à Oman, le sultanat d'Oman qui sont tellement paisibles, 5 morts dans des émeutes à Oman, c'est comme 500 000 morts au Rwanda, toutes choses égales par ailleurs. Et l'Arabie saoudite commence à faire le rappel des troupes et qu'on appelle ça la tortue romaine pour faire face au printemps arabe. Fin juin, début juillet 2012, les retrouvailles entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Le prince Bandar prend la tête des services saoudiens et il monte, en plein Ramadan 2012, l'opération Le Volcan de Damas, où l'ultimatum fixé, c'était les 30 jours de Ramadan, El-Assad était fini. Il y a eu des attentats suicides, on a financé des islamistes, et là, le Qatar et l'Arabie saoudite étaient sur la même longueur d'onde. Sur ce plan, il n'y avait aucun problème. Le seul problème, là où ça a un petit peu dégénéré, parenthèse, déjà entre le Qatar et l'Arabie saoudite, il y a toujours eu une guerre froide. Après la première guerre du Golfe, 1992, le Qatar, qui avait une frontière avec les Émirats arabes unis, se réveille et il se trouve enclavé que par l'Arabie saoudite. Et il y a eu un accrochage frontalier où 3 soldats qataris étaient tués. Je ferme la parenthèse. Et pour la Syrie, ils étaient d'accord, pas sur tout, mais la même dynamique. Seulement en 2013, le Hezbollah soutient El-Assad. Qui dit Hezbollah dit l'Iran. Et pour des raisons notamment gazières, économiques, le Qatar ne pouvait pas se permettre d'être en conflit ouvert avec l'Iran. Je pense qu'il va y avoir un panel pour parler des connexions qatari avec les Iraniens, le Hezbollah sur la Syrie, et le Qatar est devenu le maillon faible du Conseil de coopération du Golfe. Le Conseil de coopération du Golfe a été créé au lendemain de l'avènement de Khomeini au pouvoir. Il a été créé contre l'Iran. Le Conseil de coopération du Golfe, pour contrer l'Iran, a même voté, adopté des projets structurants. L'Arabie saoudite avait annoncé dès 1982 qu'il y allait y avoir un oléoduc pour faire sortir son pétrole à partir du sultanat d'Oman, pour éviter le d'Ormuz. Le Qatar avait un projet qui a été étudié, les études ont été financées pour faire le projet Dolphin, c'est faire un gazoduc qui traversait le territoire qu'elle croyait avoir partagé avec les Émirats arabes unis pour vendre son gaz au niveau d'Oman. Les trains de liquéfaction de GNL étaient prêts tout. Et là, c'est fini. L'Arabie saoudite ne veut pas être enclavée pétrolièrement par Oman, un sultanat qu'elle juge assez peu fiable. Et l'histoire du Conseil de coopération du Golfe, c'est toujours été ces rendez-vous manqués. Même pour un passeport commun, ils ne se sont pas entendus sur la couleur du passeport. Les Saoudiens voulaient le vert comme le leur. Le Qatar et Oman ont dit non. La monnaie commune, techniquement, ce n'est pas difficile. Toutes les monnaies des monarchies sont indexées sur le dollar.
Faire une monnaie commune, techniquement, c'est pas facile. Il faut une planche à billets, des choses comme ça. Ils ont échoué. Et on se retrouve, le Qatar qui a ce jeu ambigu pour ses intérêts avec l'Iran. Tant qu'Obama était président de la République, les choses allaient bien. Pour Obama, l'Iran allait avoir une centralité. Et les Qataris étaient des gens pragmatiques. Ils savaient que leur région sera sous contrôle des 3 puissances régionales non arabes, Israël, la Turquie et l'Iran. Ils ont fait leur choix. Vient Trump, il va en Arabie Saoudite, les Saoudiens font du shopping, je crois que le chiffre c'est de 380 milliards de dollars. Cet armement-là, sachant que les Saoudiens ont toujours eu des armes américaines downgradées, c'est-à-dire dont le rayon d'action ne touche pas Israël. Et là, comme l'ennemi est l'Iran, il faut que le rayon d'action touche l'Iran, donc Israël reste théoriquement à portée. L'idée qui se met en place pour donner une garantie à Israël, c'est dans le commandement de cette coalition golfiote, il y aura des militaires israéliens pour bien montrer, donc c'est cette orientation qui est en train de se jouer. L'Arabie Saoudite a choisi Israël, le Qatar a choisi l'Iran et un peu la Turquie. Et dans tout cela, le Conseil de coopération du Golfe ne compte plus. Sa raison d'être, contrecarrer l'Iran, a volé en éclats. Et aujourd'hui, il y a les Saoudiens qui étaient énervés contre Obama, ont signé des contrats d'armement français. Obama est parti, c'est américain. Qu'est-ce que ça change? Rien pour les civils yéménites. Jusqu'à ce jour, ils sont bombardés par des bombes françaises. Demain, ils seront bombardés par des bombes américaines. Le Yémen, on se tait trop sur le Yémen parce que c'est la seule république, ce n'est pas une monarchie, il y avait un imam, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est la seule république de cette région-là. Et là, les Saoudiens sont gênés par une présence de république. Finalement, je crois que la sortie par le haut pour le Qatar, qu'il y ait un coup d'État ou contre une abdication, on va laisser aux Qataris l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Les Qataris, peut-être, feront-ils concession d'autoriser les canettes de bière autour des stades. Les Saoudiens, c'est plus compliqué parce qu'il y a une rupture des équilibres familiaux. L'embargo sur le Qatar, la date n'est pas choisie par hasard. Il y a d'abord eu une étincelle, un événement. Au mois de mai, il y a 20 Qataris de la famille royale qui se sont égarés lors d'une partie de chasse en Irak. Et ils ont été libérés, ils ont payé une rançon de 500 millions de dollars. Le paiement de la rançon sur le plan onusien n'est pas pénalisable, mais c'est du financement du terrorisme. Il y a eu cet élément d'ambiance. Et par la suite, donc c'était l'occasion, mais les Saoudiens ont préparé en amont. Au mois d'avril dernier, le roi d'Arabie Saoudite nomme l'un de ses fils ambassadeur à Washington pour bien cadrer les contrats d'armement. Son fils, avant de faire un coup d'État, est devenu prince héritier. Il lui donne le ministère du pétrole et l'Aramco. Et là, les éléments d'équilibre, des équilibres intrafamiliaux sont rompus. Les deux mamelles d'Arabie Saoudite, c'est le pétrole et l'armement, c'est-à-dire la corruption et la corruption, mais on se les partageait. Et là, c'est Shir Salman qui centralise tout. Là, il y a une vulnérabilité à terme de la famille saoudienne, comme il y a une vulnérabilité à terme de la famille qatari. Et finalement, la seule inconnue, est-ce que ça va mal se terminer ou est-ce que ça va très mal se terminer dans la région? Voilà.